en- signé en 2015, et il est décliné finalement dans différents plans et schémas. Le plan climat qui vise la neutralité des émissions de gaz à effet de serre à 2050, et du schéma de la stratégie nationale bas carbone élaborée en 2020 sur la contribution des différents secteurs d'activité à la neutralité carbone. Alors, la neutralité carbone, c'est l'équilibre entre les émissions qu'on ne peut éviter et l'absorption du carbone que l'on parvient à stocker voilà, sous couvert forestier ou agricole. Donc en fait, chaque secteur d'activité y contribue. C'est le schéma que vous avez sur votre gauche, ou sur la partie haute, finalement, on a le côté, le secteur du transport, où on voit finalement une trajectoire à, à- une trajectoire qu'il va falloir suivre avec des points de passage, notamment en 2030, sur des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour arriver en 2050, finalement, à une décarbonation complète des transports. Et cette stratégie nationale bas carbone, elle est également déclinée au niveau régional, en Nouvelle-Aquitaine, par la région, à travers ce qu'on appelle le SRADET, le schéma régional d'aménagement, développement durable et d'égalité des territoires, qui fixe un objectif de moins 45% en 2030 pour le secteur du transport. Alors, ce chiffre est extrêmement important dans notre région. Tout d'abord parce que notre région est la troisième région en termes d'émissions de gaz à effet de serre au niveau global, donc c'est important. Et à l'intérieur de ces émissions de gaz à effet de serre, on a près de 40% qui sont spécifiquement liés au transport. Donc en fait, c'est un secteur qui est extrêmement prégnant chez nous. Et finalement, cette loi d'orientation des mobilités est aujourd'hui un outil qui doit contribuer à à la neutralité carbone. Donc, sur la diapo suivante, finalement, je vous expliquer un petit peu les objectifs de la loi d'orientation des mobilités. Alors, il y a un terme qui est quand même très important, c'est le terme orientation, c'est-à-dire qu'il va falloir se fixer une nouvelle direction et donc changer finalement nos habitudes. Donc, cette loi d'orientation des mobilités, elle a quatre objectifs principaux, hein, qui est d'apporter à tous et partout des solutions alternatives à l'usage individuel de la voiture et surtout à sa dépendance, à développer donc l'innovation et des nouvelles solutions de mobilité, de réduire l'empreinte environnementale des transports en réussissant la transition écologique dans notre façon de nous déplacer et d'investir davantage dans les infrastructures sur ce qu'on appelle les déplacements du quotidien. Alors, vous pouvez retrouver voilà, différents éléments sur cette loi à travers le lien que vous retrouverez dans la présentation. Donc les employeurs, qui sont des acteurs également de la mobilité, sont des acteurs majeurs dans l'amélioration de la mobilité de leurs salariés. Et c'est là-dessus que finalement la loi d'orientation des mobilités apporte des éléments concrets à mettre en place par l'employeur, au travers notamment de l'article 82 de la LOM, qui vise l'amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises, en incitant donc ces employeurs à réaliser soit des plans de mobilité employeurs, soit accompagner le dialogue social afin de faciliter l'usage des transports en commun, le recours au covoiturage et autres mobilités partagées. Donc c'est bien à l'employeur de se saisir de ce sujet de la mobilité dans l'intérêt de ses salariés. Alors qui est concerné finalement par cet article 82? Ce sont donc les entreprises de plus de 50 salariés sur un site. Comment? Lors des négociations annuelles obligatoires, donc les NAO, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Donc, dans cette thématique-là, il y a un point complémentaire qui a été rajouté, qui est donc ce sujet de la mobilité. Et dans le cadre d'un plan de mobilité employeur, lorsque les négociations annuelles obligatoires n'ont pas abouti, en fait. Donc, lorsqu'il n'y a pas eu d'accord. Donc, les déplacements domicile-travail sont vraiment au cœur du dialogue social, hein. C'est ce que impose la LOM finalement aux employeurs. Donc, on décrit ici un petit peu schématiquement ce que sont les négociations annuelles obligatoires sur le sujet de la mobilité. Donc, sur la partie gauche, donc en espèce d'orange éclair, lorsque les négociations annuelles obligatoires sur le sujet de la mobilité
lorsqu'on arrive à un accord finalement entre l'employeur et le représentant du personnel, cet accord finalement il est déposé sur le site, sur une plateforme de la Directe. Donc vous retrouvez finalement le lien ici. Et donc derrière, l'employeur, au sein de l'entreprise, finalement, on met en œuvre les mesures qui sont issues de cet accord et on évalue le respect de ces mesures, notamment pour l'accord de l'année suivante. Lorsque finalement, sur la partie droite, en orangé plus foncé, il n'y a pas d'accord, ben, comme dans toutes les négociations annuelles obligatoires, on dépose un PV de désaccord sur le site de la plateforme de la Directe. Et à ce moment-là, l'employeur, il doit élaborer un plan de mobilité employeur qui doit être transmis lorsqu'il est réalisé à l'autorité organisatrice de la mobilité compétente dans le cadre de votre territoire. Donc, ça sera à Pau Béarn Pyrénées Mobilité. Et donc, ce plan de mobilité employeur, finalement, il est décliné, ces mesures sont déclinées par la suite et toujours pareil, on fait une évaluation du respect de ces mesures pour les négociations suivantes. Alors, cette réglementation, finalement, elle peut avoir il peut y avoir finalement une issue voilà, plus contraignante. Aujourd'hui, le non-respect, le fait qu'on n'effectuera pas finalement cette négociation sur la mobilité, il y a un dispositif de sanction voilà, qui vise voilà, au maximum 3 750 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'État s'est offert la possibilité d'effectuer un bilan donc, qui doit être réalisé normalement à la fin de ce semestre, où l'État va regarder finalement combien de conclusions d'accords ont été réalisées et sûrement aussi la qualité de ces accords. Et s'il considère que le bilan n'est pas de bonne facture, finalement, le gouvernement s'autorise le fait d'imposer aux employeurs des mesures de prise en charge des frais de transport de leurs salariés. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que on laisse la main aujourd'hui aux entreprises pour finalement, lors de leur négociation annuelle obligatoire, lors de la rédaction de plan de mobilité, d'effectuer finalement leur négociation au sein de l'entreprise et trouver finalement les meilleures mesures pour leurs salariés. Mais si finalement collectivement on n'y arrive pas, l'État finalement viendra aussi imposer voilà, certaines mesures aux employeurs. Donc la LOM, elle apporte aussi, au-delà de cette imposition aux employeurs d'étudier ce sujet de la mobilité de leurs salariés, elle apporte aussi des outils qui visent à prendre en charge les frais générés pour le déplacement domicile-travail et accompagner la mobilité durable. Alors le premier outil qui est mis en place, c'est le forfait mobilité durable qui offre la possibilité à l'employeur de prendre en charge les frais engagés par les salariés pour leur déplacement à vélo, en covoiturage, que ce soit à la fois en tant que conducteur ou en tant que passager, dans les transports en commun ou avec d'autres services de mobilité partagée. Alors, ce forfait mobilité durable, il est d'ores et déjà mis en place, il est donc facultatif, et lorsqu'il est mis en place, il est plafonné à 500 € par an et par salarié, depuis le 1er janvier de cette année, c'était 400 € précédemment. Il est exonéré de charges pour l'employeur et il est défiscalisé et cumulable avec la prise en charge de l'abonnement transport en commun pour le salarié. Donc ça, c'est le premier outil voilà, qui est mis en place. Un second outil, c'est le remboursement des frais de carburant et d'alimentation des véhicules propres. C'est aussi offrir la possibilité de prendre en charge des frais de carburant ou d'alimentation des véhicules électriques hybrides rechargeables ou hydrogène pour les salariés qui n'ont pas accès à un transport en commun. Et donc, on a deux formes d'aide. Une sur les frais de véhicules propres, qui est une aide exonérée à hauteur de 400 €, et pour le carburant, une aide exonérée à hauteur de 200 €. Et vous avez également un outil qui, jusqu'à présent, enfin, qui va être voilà, mis concrètement en place à travers des décrets au courant de d'ici la fin de ce semestre, c'est le titre mobilité, qui correspond grosso modo à ce que sont aujourd'hui les tickets restaurants, hein, qui est une solution de paiement dématérialisée pour prendre en charge les frais de mobilité des salariés. Alors, ça peut être des frais de carburant, les frais sur les recharges électriques, le covoiturage, l'inscription à une plateforme, l'entretien de l'équipement de vélo. Donc là, dans la LOM, finalement, on retrouve différents outils voilà, dont l'employeur peut se saisir pour traiter du sujet de la mobilité domicile-travail de ses salariés.
Mais derrière ça, il y a aussi des mesures spécifiques qui sont imposées donc par cette loi, qui doivent être favorables à la transition écologique des mobilités, notamment à travers le verdissement progressif lors du renouvellement des flottes de véhicules. Alors aujourd'hui, ça vise que les parcs de plus de 100 véhicules, donc on a des points de passage, et aujourd'hui, l'État voilà, vérifie annuellement finalement ces points de passage, mais on peut imaginer que cette jauge de 100 véhicules dans le temps va baisser. Elle offre aussi la possibilité, enfin, elle impose finalement le fait d'offrir des places de stationnement de véhicules sécurisés ou des pré-équipements en infrastructure de recharge de véhicules électriques ou hybrides dans tous les parcs de stationnement de bâtiments non résidentiels neufs ou rénovés. Donc, l'ensemble de ces dispositifs, finalement, vous allez pouvoir, on vous a mis un lien ici d'accès au site des aides sur des investissements, sur le développement durable, transition écologique. Vous allez pouvoir retrouver voilà, différentes informations, peut-être si vous souhaitez voilà, trouver des aides finalement sur des dispositifs tels que ceux-là. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, les négociations, elles peuvent être facilitées par la démarche de réalisation d'un plan de mobilité employeur. La démarche de réalisation d'un plan de mobilité employeur se décline en différentes phases, 5 phases exactement, qu'on vous a reportées ici. Et puis dans la flèche qui est totalement en bas, c'est finalement la négociation annuelle obligatoire que vous menez sur le sujet de la mobilité qui doit aboutir à un accord. Donc aujourd'hui, finalement, on est dans la phase 1, dans la phase préparation, puisque vous venez de recevoir le courrier. C'est un premier échange que l'on a entre nous. Et derrière, ben, on va pouvoir décliner ensemble, avec donc cet accompagnement local, les autres phases, qui sont les phases de diagnostic, de plan d'action, de mise en œuvre et d'animation, et de suivi et d'évaluation, avec à différents moments voilà, la possibilité d'échanger avec vos acteurs locaux. Alors, je vais aller un petit peu plus loin finalement dans la diapo suivante sur ce qui est attendu finalement de la démarche de réalisation d'un plan de mobilité et comment cela vient en parallèle finalement de vos négociations annuelles obligatoires. Donc en fait, on retrouve ici les 5 étapes dont on a parlé précédemment, donc du démarche de réalisation d'un plan de mobilité employeur. Donc, où l'on a la définition d'un périmètre de la démarche, donc où finalement on va regarder quel public on cible, quels sites sont concernés, comment on pilote finalement un plan de mobilité employeur, et c'est exactement aussi ce qu'on va retrouver lors des négociations annuelles obligatoires, où finalement on va associer du personnel, on va associer les représentants du personnel, on peut associer voilà, différents services dans votre entreprise, et réfléchir sur quel sujet de la mobilité on va traiter. Donc là, on va vraiment regarder quels périmètres vont être discutés lors des négociations annuelles obligatoires. Là, on est vraiment dans une phase préparatoire. Dans l'étape 2, qui est l'étape diagnostic, finalement, on va regarder et analyser finalement les conditions d'accès des salariés. On va également regarder les besoins de mobilité, les pratiques des salariés. Donc là, vraiment, on est dans une phase diagnostique. Cette phase de diagnostic, elle est essentielle notamment pour avoir finalement des éléments à apporter lors des négociations annuelles. Dans l'étape 3, donc, on a vraiment une stratégie et un plan d'action. Donc, c'est finalement, on regarde quelles sont les mesures, finalement, dans un plan de mobilité, quelles sont les mesures opérationnelles qu'on peut mettre en place, avec également des mesures qui peuvent être programmées dans le temps et donc priorisées. Donc, c'est-à-dire qu'on s'accorde finalement une projection dans les mesures qu'on souhaite mettre en place. Et lors de vos négociations annuelles obligatoires, le fait d'élaborer un plan de mobilité employeur, ça va vous permettre finalement d'aller regarder qu'est-ce qu'on peut mettre en place tout de suite, comment on peut programmer des choses dans le temps, et finalement, ça vous permet de décliner, alors au tenter de la négociation, un certain nombre de mesures, mais aussi de pouvoir peut-être programmer d'autres mesures un petit peu plus tard lors des négociations suivantes. Et par la suite, vous avez, voilà, comme dans tout plan, la mise en place de ces mesures et l'animation, notamment à travers voilà, de la communication au sein de votre entreprise. Et c'est finalement, on s'assure de la mise en place de ces actions et on regarde finalement si ça fonctionne ou pas. Et c'est là où on rentre dans la phase finalement de suivi et d'évaluation. On regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et finalement, on peut, lors des négociations, les modifier, voire les supprimer
pour apporter peut-être des nouvelles mesures lors des négociations suivantes. Donc c'est vraiment, on a vraiment cette complémentarité finalement entre deux démarches qui sont aujourd'hui parallèles, mais qui sont aussi complémentaires et qui se répondent l'une à l'autre. Tout ça, donc la conclusion d'un accord à l'issue de ce NEAO, qui sont finalement bien préparés, aujourd'hui, c'est aussi une opportunité à saisir pour l'entreprise. Ça permet finalement d'alimenter sa stratégie de responsabilité sociétale, hein, que ce soit en termes d'amélioration de la qualité de vie au travail de ses salariés. Ça vient impliquer le personnel sur le sujet de la mobilité, et tout le monde a quelque chose à dire, hein, sur ce sujet-là. Ça apporte des éléments en termes d'attractivité, de compétitivité. Il faut savoir que aujourd'hui, il est mis en place finalement des conditions écologiques finalement lors des appels d'offres et d'aide publique. Donc finalement, le sujet mobilité peut venir répondre à ça. Et donc là, vous avez finalement une réflexion qui est au sein de l'entreprise, mais cette réflexion au sein de l'entreprise, elle se fait aussi à l'échelle d'un territoire. Votre territoire est un peu plus grand que l'agglomération paloise, parce qu'aujourd'hui, on parle à près de 180 établissements privés qui sont soumis à cette réglementation. Ces 180 établissements, après un calcul, ça revient à près de 30 000 salariés qui sont ciblés, donc 30 000 citoyens. Et donc ces citoyens, quand ils rentrent chez eux, si on ramène ça voilà, à l'échelle de l'agglomération, on peut viser près de 60 à 70 000 personnes qui sont finalement sensibilisées au sujet de la mobilité. Et donc c'est aussi une manière pour l'entreprise de montrer qu'elle contribue à la dynamique du territoire palois. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je vous laisse peut-être, je vais donner la parole de suite à Laurence et à Laetitia pour la poursuite. Ouais, merci Fouad. Du coup, je continue sur le dispositif local et puis si vous voulez bien, on aborde ensuite les quelques questions. Fouad, peut-être en parallèle, si tu veux regarder sur le chat Oui, et compléter peut-être les réponses apportées par Laurence. d'accord. Voilà. Donc du coup, en effet, hein, Fouad l'a bien dit, le fait de travailler auprès des entreprises et auprès des employés et des salariés, eh ben, indirectement, on travaille auprès des citoyens et de nos habitants. Donc du coup, nous, en tant qu'autorité organisatrice des mobilités, il y a un vrai intérêt à accompagner les entreprises. Donc du coup, c'est inscrit, pour dire aussi l'engagement, c'est que c'est inscrit dans notre plan de déplacement urbain, donc ce qu'on appelle le PDU. Le PDU, c'est le gros document en fait qui définit la stratégie mobilité sur 10 ans. Donc dans le PDU, on a bien une fiche action sur le fait d'accompagner les entreprises au développement des mobilités alternatives. Et puis, il faut savoir que la compétence mobilité, elle est financée par le versement mobilité. Donc, c'est une taxe qu'on prélève aux entreprises de plus de 11 salariés. Donc, du coup, le fait de prélever cette taxe nous impose de proposer des offres de transport et de mobilité, donc des offres régulières de mobilité. Et du coup, il faut qu'on adapte aussi cette offre aux besoins du territoire. Et il faut aussi qu'on permette aux citoyens et aux salariés de se l'approprier. Voilà, donc il faut la faire connaître et il faut toujours qu'il y ait cet échange entre le besoin et ce qu'on propose comme offre. Donc nous, il y a un vrai intérêt avec la CCI de vous proposer un accompagnement rythmé, qu'on personnalise, puisqu'on est bien conscient de vos contraintes et du temps que vous avez dans vos activités et de la charge de travail que vous avez et du fait que la mobilité, ça soit peut-être difficile à appréhender. Donc du coup, nous, on veut vraiment vous accompagner, que ce soit presque main dans la main, hein, pour vous permettre d'intégrer les mobilités dans votre quotidien. Donc pour ça, on a réfléchi en effet à un dispositif. On est parti sur la promotion donc, du plan de mobilité. Donc le plan de mobilité, on l'encourage parce que c'est une méthode qui est plutôt aboutie. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Fouad l'a un petit peu présenté hein, avec les différentes étapes, tel un plan habituel hein, de diagnostic, de plan d'action et puis de suivi-évaluation. Ça permet de poser un cadre voilà, dans votre démarche et puis de dire
dire, lors des NAO, on a ce plan de mobilité, donc il y a un nom qui est donné à la démarche, il y a du contenu dans cette démarche, et c'est toujours plus lisible pour vos salariés, et aussi en termes de communication, et même pour vous en termes de pilotage, c'est toujours plus lisible, voilà, d'avoir le nom et une démarche qui soit engagée. Donc là, vous avez un schéma en fait qui permet de comprendre le calendrier et le rythme qu'on souhaite donner. Donc, on vous propose en fait de signer un acte d'engagement au début. Donc pendant 6 mois, donc c'est les 6 mois de l'acte d'engagement. Pendant ces 6 mois, eh bien, on se met en place. Donc au sein de votre entreprise, on identifie un référent mobilité, on identifie aussi des collègues ou une instance d'échange, de discussion, de validation. On réalise le diagnostic et puis on définit le plan d'action. Et ensuite, donc suite à ça, on signe une convention, donc de nouveau, hein, entreprise, autorité organisatrice des mobilités, donc nous et la CCI, donc c'est à chaque fois une convention et un acte d'engagement tripartite. On signe une convention et dans cette convention, on définit les actions qu'on va mettre en œuvre, on les met en œuvre et puis on fait le suivi et l'évaluation. Ça sur 3 ans. Dans la convention, en fait, à chaque fois, on explique l'engagement des uns et des autres. Le but, c'est qu'on comprenne bien qu'on a chacun un rôle à jouer, chacun des engagements à avoir. Et donc, dans la première phase, pour l'acte d'engagement notamment, l'entreprise, elle, va devoir s'organiser, donc mettre en œuvre les moyens nécessaires au pilotage du plan de mobilité. Elle va devoir réaliser le diagnostic de mobilité et puis elle va devoir définir son plan d'action. Nous, de notre côté, on va vous accompagner donc via des outils méthodologiques, hein, donc via des questionnaires qu'on a élaborés, donc des questionnaires salariés, des questionnaires établissements, pour questionner la mobilité, pour voir ce qu'il en est dans le cadre des déplacements domicile-travail, mais aussi de vos déplacements dans le cadre des activités professionnelles. On va réaliser des cartographies pour vous. Donc en fait, ça va être un échange de données et nous, on va vous faire de la cartographie autour de vos établissements, par exemple, avec des distances pour 3 km le vélo, qui habite dans ce périmètre-là, qui habite un petit peu plus loin et éventuellement s'il y a des liens avec l'offre du réseau de transport en commun. Et puis on va vous aider après dans la rédaction. Donc là aussi, on a rédigé une trame pour vous aider. Donc on met à disposition pour que l'établissement puisse rédiger son plan de mobilité. Et puis, dans la signature de la convention, donc là, vous vous engagez à mettre en œuvre les différentes actions. On a un catalogue d'une 40aine d'actions, donc on vous met aussi à disposition. On vous demande de choisir minimum 3 thèmes différents dans ce catalogue d'actions. Donc tout ça pour un petit peu, je vais dire, répartir les actions hein, qu'on réalise, c'est-à-dire qu'on soit auprès des salariés ou bien qu'on soit auprès de nos visiteurs ou de nos fournisseurs, qu'on agisse au niveau de l'établissement directement ou bien qu'on agisse dans le cadre des déplacements domicile-travail, donc plus sur des démarches individuelles. Voilà, donc il y a différents thèmes. On vous demande de prendre en charge à hauteur de 50% minimum les abonnements de transport en commun, donc ça c'est une obligation. Et nous, en contrepartie, on vous accompagne dans la construction du plan d'action, donc toujours pareil hein, avec ce catalogue. Dans le catalogue, on a des indicateurs qui sont déjà définis, donc ça vous aide aussi à suivre la mise en œuvre du plan d'action. On vous propose un tarif préférentiel donc pour les abonnements de transport en commun, donc ça c'est quelque chose qu'on a acté pour les entreprises qui s'engagent dans la réalisation d'un plan de mobilité. On s'engage à étudier la desserte autour de vos établissements, donc c'est toujours plus légitime de demander aux élus, en tout cas, de faire valider des études de desserte pour les établissements qui sont engagés dans des plans de mobilité, puisqu'on sait qu'il y a un intérêt et que vous êtes aussi engagé et que vous allez accompagner vos salariés dans les changements de pratique. Et puis, on vous prête du matériel. Voilà, on a plusieurs vélos, donc on a des vélos classiques, des vélos électriques, on va avoir un vélo cargo. Donc, tout ça, c'est du matériel qu'on prête sur plusieurs semaines ou quelques mois et qu'on fait tourner auprès des entreprises qui sont engagées. Et dans les clés de réussite, donc là aussi on vous accompagne sur l'animation, la communication, et puis on vous accompagne sur le suivi et l'évaluation. Donc il faut faire vivre votre plan de mobilité. Ce qui est important, c'est de le faire connaître, c'est de faire adhérer le plus grand nombre de vos salariés. Donc nous, on est là pour venir sur site, pour faire de l'animation, pour demander à des partenaires aussi, par exemple notre exploitant du réseau, hein, Idelis, qui peut venir aussi sur site faire expliquer quelle est l'offre du réseau.
Donc, on peut faire comme ça le lien avec des partenaires du territoire. Et puis, on pilote le challenge mobilité. Donc, on en parlera un petit peu à la fin, mais c'est un challenge qui est porté par l'ADEME au niveau national. Et le but, c'est pendant une semaine de se déplacer autrement. Et donc, nous, on anime ça auprès de toutes les entreprises. Donc, c'est un défi interentreprise qui est intéressant aussi voilà, pour dynamiser un peu la démarche. Et puis, sur le suivi et l'évaluation, donc on vous propose donc des rendez-vous annuels, un rendez-vous de bilan. Et là aussi, on vous aide à chaque fois sur le suivi, les indicateurs, voilà, sur tout ce qu'on peut vous aider, puisqu'on a nous aussi un plan de mobilité au niveau de notre administration, et donc on peut partager aussi les bonnes pratiques. Et Laurence, peut-être tu peux nous présenter un peu la dynamique autour du club de la mobilité, de cette instance-là? Oui, tout à fait, puisqu'effectivement, le club de la mobilité permet de soutenir cette dynamique collective autour de la mobilité. Il a été mis en place maintenant depuis 5 ans. Et aussi, il est consécutif à la mise en place du challenge de la mobilité, dont effectivement, on vous parlera un petit peu plus en détail à la fin. Et en fait, il regroupe des entreprises, tout statut, tout secteur d'activité, qui souhaitent partager et travailler sur cette démarche de mobilité avec différentes motivations, hein, soit avec des objectifs de réduction de l'impact environnemental de l'entreprise ou de contribuer aussi au travers de participation au club de la mobilité à la politique santé-sécurité ou de qualité de vie au travail. Essayer aussi de travailler sur l'organisation du travail et alimenter aussi la démarche de responsabilité sociétale que vous pouvez avoir, puisqu'en fait, ce club de la mobilité, c'est une co-animation avec Pau Béarn Pyrénées Mobilité, l'ADEME Nouvelle-Aquitaine et la CCI. Et en fait, on se réunit régulièrement avec les entreprises, éventuellement aussi dans les entreprises quand c'est possible et d'actualité, pour partager sur des sujets d'actualité, d'information, qui sont construits avec les entreprises participantes, hein. Donc, l'objectif, c'est de travailler sur le déploiement, la promotion des bonnes pratiques, des mobilités actives, de trouver aussi des enjeux communs avec des actions qui peuvent être mutualisées, comme on a pu le faire il y a quelques années avec le mois du covoiturage qui avait été organisé en juin, où on avait mutualisé des supports de communication et aussi un site internet qui avait été mis à disposition par l'UPPA. Donc voilà, donc c'est des actions qui se construisent aussi à partir des besoins que vous allez pouvoir nous exprimer aussi ce matin voilà, pour ceux qui êtes là, connectés. C'est ça, c'est le but de la matinée, de vous entendre et puis de pouvoir définir le prochain ordre du jour, par exemple, du club de la mobilité et de nous y retrouver tous ensemble à ce moment-là. Sur les questions-réponses, alors, comme prévu et comme redouté, on a un petit peu de retard, mais on peut prendre, ceci dit, quelques questions. Après, voilà, sur les questions qui étaient sur le chat, je ne sais pas s'il y a des compléments que tu souhaitais apporter concernant en cas de désaccord au niveau des NAO sur les autres points qui ne sont pas sur celui de la mobilité. Effectivement, l'accord mobilité est à rendre au niveau de la directe, dans tous les cas, y compris s'il y a eu de désaccord sur les autres sujets. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Qu'il y ait accord ou désaccord, faudra mettre le procès-verbal sur la plateforme de la directe. Donc ça, c'est une obligation. Et je voulais insister peut-être pour compléter un petit peu tout ça, c'est que conclure un accord dans une entreprise, notamment, enfin, sur le sujet de la mobilité, c'est intéressant. Enfin, le contenu de cet accord est intéressant pour votre autorité organisatrice de la mobilité, pour Pau Béarn Pyrénées. Donc, il est nécessaire que vous portiez également à la connaissance, lorsque ça est possible, les mesures que finalement vous déclinez au sein de votre entreprise, parce que ça vient finalement compléter la politique de mobilité de votre autorité organisatrice de la mobilité. C'est important qu'elle sache ce que vous faites, ou ce que vous souhaitez faire, pour qu'elle-même, de son côté, puisse adapter également sa politique. Finalement, quand vous faites un diagnostic et vous faites remonter des mesures, vous venez apporter voilà, des éléments d'information qui sont intéressantes pour votre OM. Donc,
la conclusion d'un accord, enfin voilà, il ne faut pas hésiter à échanger avec votre AOM, avec la CCI, pour justement voilà, qu'il y ait cet accompagnement et cette connaissance de finalement des mesures que vous mettez en place. Et l'accord finalement d'entreprise qui est conclu, hein, il se fait donc à l'échelle de l'entreprise, donc pour l'ensemble des établissements, hein, c'est tous les établissements finalement qui sont visés. Alors, lorsque vous avez sur un site simplement 50 salariés, donc ben, vous le faites pour le site là, mais si l'accord est conclu à l'échelle de l'entreprise, il faut le décliner sur l'ensemble des établissements. Donc pour commencer, juste déjà quelques mots sur Teréga pour ceux qui ne nous connaissent pas. Teréga, nous sommes transporteurs de gaz et stockeurs de gaz dans le sud-ouest. Donc on opère sur une quinzaine de départements du Grand Sud-Ouest. Et pour faire une analogie avec la mobilité qui est le sujet du jour, on pourrait apparenter notre réseau de transport à un réseau autoroutier. Et le stockage à des grands parkings qui seraient associés donc à ce réseau autoroutier. Donc, on représente à peu près 15% du réseau de transport de gaz en France et 25% des capacités de stockage. Donc, ça, c'est notre métier historique, mais Teréga travaille et est un acteur important de tout ce qui est transition énergétique. Et donc, nous travaillons sur de nombreux sujets, donc tous les nouveaux gaz comme le biométhane, l'hydrogène, des usages qui sont en développement tels que le gaz naturel véhicule et tout ce qui est aussi système multi-énergie. Voilà, on a à peu près 650 collaborateurs répartis sur notre territoire, donc sur nos 15 départements. Donc, à peu près la moitié, on a un siège social donc, qui est situé à Pau, près de la Rocade, face au centre de Total, pour ceux qui connaissent. Donc qui représente à peu près la moitié de la population, et le reste est donc situé sur nos centres de stockage et aussi répartis donc, sur 7 territoires qui maillent notre réseau gazier. Voilà, vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc Teréga, dans le cadre de son action et de la transition énergétique, a mis en place un programme environnemental assez important qui s'appelle donc Bipositif. Donc Bipositif, c'est pour bilan environnemental positif. Il a été lancé en 2017 et il a 2 objectifs principaux, enfin 2 grandes échéances. La première, c'était 2020, d'obtenir une empreinte environnementale nulle et d'ici donc 2025, de générer de la valeur environnementale. Ce programme, il s'appuie sur une séquence qui est d'éviter au maximum les impacts, de les réduire et pour les impacts qui resteraient, de les compenser. Donc ça, on le travaille en fait sur toutes les dimensions et toute la thématique environnementale, dont la mobilité. Teréga est membre du Club de la mobilité depuis maintenant plusieurs années, je dirais bien 4-5 ans. Et si on prend ce thème-là, donc nous avons mis en place un plan de mobilité qui a été déposé il y a à peu près 2 ans. Donc, ce n'est pas parce que c'était antérieur en fait à la loi LOM. Hein, ce plan de mobilité, il a été écrit dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, parce que nous étions concernés donc pour notre site, notre siège social à Volta. Donc, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec différents corps de métier de l'entreprise, que ce soit bien sûr l'environnement, parce que c'est un peu le cœur même de ce sujet, mais il ne peut pas se faire tout seul. Donc, il y a plusieurs métiers qui sont rentrés en ligne de compte et plusieurs thématiques. Donc, on a travaillé forcément avec les moyens généraux, mais aussi les RH, la sécurité, les services informatiques, etc., pour produire ce programme-là et pour prendre en compte tous les enjeux. Enjeux qui peuvent être donc environnementaux, mais aussi bien-être au travail, santé, sécurité, voilà. Et notamment tout ce qui concerne la sécurité. Pour ceux qui connaissent notre site, on a une petite problématique, notamment liée aux mobilités douces, qui est l'accessibilité de notre site, donc qui est situé en bordure de rocade avec parfois une traversée de la rocade qui doit se faire à pied. Donc, si on vient
à pied, en vélo ou en bus. Voilà, parce qu'on n'a pas d'arrêt de notre côté. Notre plan de mobilité, il avait 3 grands volets. Le premier qui était de limiter les déplacements, donc via le télétravail, les réunions à distance. Autant vous dire que ce sujet-là a été bien boosté en 2020. Et puis, il avait 2 autres volets, donc réduire l'empreinte des déplacements par le GNV, la mise en place de bornes électriques, etc. Mais ça, Jess va vous en parler juste après. Et aussi promouvoir donc, tous les modes de déplacement autres que routiers. Voilà, je laisse la parole à Jess. Si vous pouvez passer à la slide suivante. Voilà. On a mis en place un petit exemple du GNV, bio-GNV. Bon, Terega étant un acteur de transport d'énergie gaz, on trouvait important qu'à l'image donc de ce transport de gaz, on puisse l'associer à la promotion des nouveaux usages de gaz, et notamment des usages du type GNV, et qui plus est, si on peut faire une association entre le GNV et le bio-GNV, on ne peut être que sur un cercle vertueux de l'usage de ces nouveaux gaz. Notre objectif derrière ça, quel est-il? C'est utiliser on va dire un mode de locomotion qui existe depuis quasiment après-guerre, puisque l'usage du gaz naturel sur les véhicules n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui était déjà en place à l'époque, dans les années 40-50. C'est simplement que ce gaz-là a été analysé ces dernières années et apporte des avantages, notamment sur les émissions de particules, puisqu'elles sont quasiment inexistantes, sur une baisse relative des émissions de CO2 comparées au diesel, de bruit, et puis surtout, si l'on couple l'offre à une alimentation, non pas en GNV, mais en bio-GNV, on offrait un autre avantage, c'était la promotion des gaz renouvelables, des productions locales issues de déchets ou de composés agricoles, qui fait que l'on pouvait avoir un résultat intéressant dans l'analyse globale sur les émissions de CO2. Alors, notre objectif derrière ça, ce n'est pas uniquement de dire j'ai un véhicule diesel, donc je le remplace par du GNV et j'ai gagné. Non. Notre objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça. Le parc de Terega représente environ 225 véhicules. On parcourt en moyenne pour chaque véhicule 20 à 25 000 km par an. Qui plus est, ces véhicules-là sont soit attribués à un agent parce que c'est un technicien qui intervient de façon quasiment quotidienne sur les territoires, ou de façon, on va dire, temporaire pour ceux qui sont plutôt basés au siège et qui se déplacent pour les besoins de service. Là, on a mis en place un système. Donc, le premier, c'est de dire est-ce que j'ai vraiment besoin de me déplacer? Toute l'expérience vécue entre le télétravail, les outils digitaux et les connexions à distance. Donc, la première des démarches, c'est de dire est-ce que le déplacement est nécessaire? C'est donc la première composante. J'évite de me déplacer. La deuxième composante, c'est si j'ai besoin de me déplacer, je n'y vais pas n'importe comment. On met à disposition un parc d'autopartage, un peu comme l'autolib dans les grandes villes qu'on peut retrouver dans les systèmes de grandes villes. C'est un système d'autopartage que l'on a mis à disposition de nos collaborateurs sur une plateforme digitale. Et on a donc basé cet autopartage sur des véhicules au GNV. Le fait de pouvoir réduire aussi l'empreinte, c'est que ce GNV, quand on est à Pau, malheureusement, on n'a pas d'offre de station de proximité, donc une grosse difficulté pour pouvoir s'approvisionner en gaz naturel. Donc, pour accélérer la démarche et faire la promotion de ce système-là, on a mis en place au sein de notre parking une station captive de GNV. Et cette station, on l'a accrochée à un contrat de distribution de bio-GNV, 100% biogaz. Donc, on a aujourd'hui un résultat d'une vingtaine de véhicules déjà chez Terega au GNV, raccrochés au système d'autopartage avec une application de réservation et une capacité à les réalimenter ici au siège de Volta. Alors, cette réalimentation, c'est un peu une réponse égoïste, vous me direz, parce que si on met du GNV à Volta et qu'on s'alimente que nous, et on montre aux autres que les autres n'y ont pas droit, c'est un peu aussi la promotion, c'est un peu le jeu de la poule et l'œuf. Pour qu'il y ait des poules, il faut des œufs, et pour avoir des œufs, il faut des poules.
Donc l'idée, c'est de montrer que ça fonctionne, qu'on a un système quelque part qui est un geste pour l'environnement et un mode de déplacement, je dirais, différent du diesel de base. Mais c'est aussi pour faire la promotion du développement de ces stations GNV ou bio-GNV, comme on peut le voir dans les différentes villes et sur la région. Le jour où on aura une offre publique de remplissage dans la zone, on n'aura plus besoin de notre station captive. Voilà. Voilà ce qu'on voulait. Très bien, merci beaucoup. Ouais. Du coup, moi j'ai peut-être juste une question sur le. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez dit sur le nombre de véhicules, le fait d'être passé comme ça en autopartage, en tout cas un peu en pool véhicules partagés. Vous avez réduit le nombre, j'imagine. Ah oui, oui. On a mis en disposition une vingtaine de véhicules partagés. Sur la vingtaine de véhicules partagés, on a supprimé à peu près autant de véhicules que de véhicules partagés. C'est-à-dire que pour une flotte d'autopartage de 20 véhicules, c'est 40 véhicules qui ne sont plus attribués à des collaborateurs. Ouais. Et là, on est sur une démarche à réfléchir à augmenter le nombre de véhicules en autopartage pour réduire d'autant le nombre de véhicules du parc. Donc en gros, c'est 1 pour 2. Un véhicule en autopartage, vous récupérez 2 véhicules attribués. Ouais, d'accord. Très Voilà. bien, merci beaucoup. Autre point important, en mettant en place un système d'autopartage comme celui-là, on réduit aussi fortement ce qu'on appelle les ICA professionnels, c'est-à-dire le déplacement par le véhicule personnel du collaborateur. Ouais, merci beaucoup. On passe à. Alors, je sais que par contre, Terega, vous aviez peut-être une contrainte horaire et vous devez nous quitter à 11 h. C'est bon. C'est géré, vous inquiétez pas. Bon, sinon, on passe aux questions vous concernant. Oui, oui. D'accord, donc on passe à Sofrecide, du coup. Oui, du coup, on va passer la parole à Guillaume Lossel qui va nous présenter la démarche qui est en place sur son site. Oui, bonjour, donc Guillaume Lossel, je suis responsable d'établissement de Sofrecide à Pau. Sofrecide Engineering, comme son nom l'indique, donc nous sommes une société d'engineering, donc d'engineering industriel, et on travaille dans les secteurs donc, de l'énergie, de l'oil and gas, de l'industrie chimique, mais également dans la navale, dans d'autres établissements. Et notamment, on accompagne beaucoup de nos clients justement sur leurs problématiques énergétiques, de transition énergétique, de réduction des émissions, et également de production d'énergie verte ou propre ou grise, comme on peut dire maintenant. Nos clients sont notamment Total, Terega dont on vient de parler, Arkema, Toray en local notamment et d'autres industriels. Et de façon plus globale, les énergéticiens au niveau international. Donc de ce fait, on est amené, nous, à avoir beaucoup de déplacements, que ce soit régional pour les clients ici locaux, que ce soit en France également pour d'autres clients, mais également pas mal de déplacements à l'international. Sofrecide, c'est 330 personnes en France et 94 personnes aujourd'hui à Pau. Donc sur notre établissement aujourd'hui de Pau, pour en revenir avec la problématique de la mobilité, donc nous sommes donc 94 effectifs propres de Sofrecide, mais il y a également 25 personnes de Saipem, donc qui est notre maison mère basée pour un département chez nous à Pau, et on a en gros entre 10 et 30 personnes prestataires qui également viennent travailler chez nous dans nos locaux. Donc aujourd'hui, voilà, on est clairement concerné, je dirais, par la partie plan de mobilité, et c'est un sujet qu'on a pris à bras le corps, comme on va voir là déjà depuis quelques temps. Donc, ce sujet, donc, on l'a pris en compte dès fin 2017, donc d'une part par une information qui avait été organisée par la Chambre de commerce et auquel avait participé donc l'ADEME, et je crois que c'est Alain Besançon qui avait participé à cette présentation. Donc, pour expliquer un petit peu justement ces nouveautés un petit peu qui étaient apparues donc sur le plan de mobilité, on a établi un premier plan de mobilité donc courant 2018. Donc, par rapport à nos problématiques de Sofrecide, mais également intégrant celles de nos collègues donc de Saipem. Et la démarche, donc, on l'a déroulée comme suit. Donc, d'une part, on a regardé un petit peu à faire l'analyse de notre organisation, donc nos horaires de travail, les accords de déplacement qu'il y avait en place, les aides qu'il pouvait y avoir justement au déplacement, comme on a pu le voir auparavant dans les présentations, et également tous les outils en place qui facilitaient ou contraignaient, au contraire, je dirais un petit peu les problématiques de mobilité. Et on a regardé également quelle était l'accessibilité qu'on avait justement dans nos locaux chez nous, donc que ce soit par la route, par le train, par les avions, parce que comme on a vu, voilà, on est amené nous à faire des déplacements aussi bien locaux qu'à l'international.
Ensuite, on a regardé un petit peu quelle était l'offre de mobilité qui était existante pour desservir notamment donc, nos locaux ici. Donc, que ce soit d'une part notre capacité propre en termes de parking automobile, vélo ou moto, mais également tout ce qui était desserte de transport en commun, donc type Phébus, bus, tous les transports combinés, train plus bus, tous les transports polluants type les vélos mis à disposition par l'agglomération, etc. On a également mené donc une enquête auprès de l'ensemble de nos salariés donc, sur leurs pratiques, également sur leur sensibilité à changer ou en tout cas à faire évoluer, je dirais, leurs pratiques. C'est-à-dire qu'on a pu mesurer d'ailleurs notamment, et ce qui est, je pense, assez vrai partout, c'est que l'autosolisme était, et le reste encore beaucoup, en tout cas, une pratique très, très, très forte, en tout cas, parmi nos salariés. Donc ça a permis également après de faire une analyse justement de ces pratiques, donc domicile et travail en termes de mode de déplacement, comme j'ai pu l'évoquer, mais également les temps de déplacement. Et également, on a fait une analyse sur l'ensemble de nos déplacements professionnels, donc les modes de transport utilisés, véhicules de société, train plus véhicules de location, avion quand on peut partir à l'international, et également toute la durée des déplacements. Et ça nous a permis voilà, de voir un petit peu au regard de tout ça comment on pouvait travailler et retravailler tous ces aspects-là. Donc, à l'issue de tout ce travail d'analyse, donc nous avons défini un petit peu quels étaient pour nous les enjeux du plan et on a élaboré un programme d'action donc dans notre plan de mobilité. Donc, les principaux axes qu'on avait retenus dans le plan, donc d'une part, faire la promotion des transports en commun. Et notamment pour soutenir cette action-là, on a fait venir Idelis pour présenter l'offre de bus de Pau. Donc, on les avait fait notamment venir juste après la mise en place du Phébus et les modifications qui avaient été justement opérées dans le cadre des différentes dessertes nous concernant. On avait fait ça dans le cadre donc, du challenge mobilité. Ensuite, on a également une action concernant la promotion du covoiturage. Alors certes, depuis un an, comme vous le comprendrez, donc c'est quelque chose sur lequel on n'a clairement pas accentué, cette promotion compte tenu de la situation sanitaire. Pour autant, donc, on avait mis en place donc, une carte justement de localisation des différents domiciles des collaborateurs de Sofrecit comme Saipem pour essayer de faciliter la mise en relation des personnes intéressées justement par du covoiturage en se disant tiens, j'ai des personnes qui habitent pas très loin de chez moi, je vais montrer mon intérêt, si d'autres le montrent, on va pouvoir discuter ensemble et voir comment on peut faire en tout cas un peu de covoiturage ensemble. La participation au challenge mobilité, donc depuis 2014 également, fait partie des actions sur lesquelles donc, on s'est impliqué. Ça rejoint le covoiturage, mais également les autres points, en fait. Hein, c'est pas que là-dedans que ça impacte. Et puis, notamment, dans le cadre du challenge de la mobilité, justement, on avait eu en prix la première année la mise à disposition d'un véhicule électrique par EDF. Et on a mis ce véhicule à disposition des salariés, justement, pendant les 2 semaines, je pense qu'on l'a vu en prêt. Et ça a permis vraiment, je pense, un petit peu d'ouvrir, l'esprit des collaborateurs à passer aux véhicules électriques. Donc, certains ont fait le pas entre-temps. Et je pense que ça a pu, en tout cas, aider ou accélérer, en tout cas, certaines évolutions d'utilisation de véhicules. Ensuite, donc, on a mis en place la promotion aussi de l'usage du vélo. Et notamment, on avait aujourd'hui un parc, un rack, je dirais, on va dire à vélo qui était dehors, donc c'était pas forcément sécurisé. Il y a eu quelques fois des vols. Donc, pour faciliter, je dirais, l'adhésion des collaborateurs à l'usage du vélo, donc on a aménagé un local fermé donc pour les vélos. Et également, on a mis en place l'aide donc à l'équipement pour le vélo et qu'on va plutôt maintenant transformer en prime transport vélo dans le sens des primes véhicules propres, comme on a pu le voir précédemment. Ensuite, on a regardé également à travailler sur le verdissement du parc de véhicules de la société. Alors, d'une part, en faisant le choix de prendre des véhicules plus propres, ce qu'on pouvait avoir auparavant et à faible consommation. Et là, aujourd'hui, on est dans une réflexion plutôt de basculer, je dirais, des véhicules vers une flotte hybride ou électrique en fonction de l'utilisation qu'on va avoir. Donc, c'est particulièrement le sujet de réflexion. Et puis également, dans l'évolution donc, de notre organisation, on a regardé également à renforcer l'utilisation donc, des outils de communication à distance, donc les visios, les Webex, Skype et maintenant plutôt, j'ai envie de dire Teams, puisque c'est plutôt des outils qu'on retrouve plus, ou Klaxoon, Zoom et autres. Donc en fait, ça a pas mal en tout cas, continué à permettre en tout cas une appropriation plus large en interne en tout cas de ces outils-là. Et puis, on avait envisagé dès 2018 la mise en place du télétravail. On ne savait pas trop dans quel timing ça allait se lancer. Et puis finalement,
dès fin 2019, on avait mis en place, je dirais, un premier préaccord de télétravail pour entrer en phase de test. Et aujourd'hui, on est en train de le finaliser, de le mettre en application. Ce qui est pour moi, alors pour revenir, pardon, à la slide d'avant, voilà. Ce qui est important, en tout cas, pour moi, dans l'animation, en tout cas, et dans l'adhésion donc des collaborateurs à la mise en place de tous ces, en tout cas, ces axes de travail ou ces changements qu'on pourrait apporter dans l'entreprise, c'est toute la partie communication et animation. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup utilisé notamment le challenge de la mobilité pour mettre en place des ateliers, comme je disais, faire venir Idélis, ainsi de suite, pour faire en sorte que les collaborateurs qui se posent peut-être pas tous les jours la question de comment je pourrais faire autrement pour venir au travail, comment je pourrais me déplacer autrement pour aller sur tel ou tel site, ça permettait en tout cas de faire en sorte d'ouvrir, je dirais, les esprits, ou en tout cas d'accompagner, je dirais, ces changements peut-être d'habitude qu'on a, parce que comme je dis encore une fois, l'autosolisme, je pense, comme pour beaucoup d'entreprises, était très présent, même s'il le reste encore aujourd'hui chez nous. Voilà, donc en tout cas, dans la démarche qu'on a menée au travers de la mise en place de ce plan d'action, moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que ça a permis vraiment de prendre du recul sur l'organisation de l'entreprise, voir qu'est-ce qui existait en termes justement de mobilité, ses points forts, les points d'amélioration, et de réfléchir justement à penser autrement le fonctionnement de l'entreprise en termes de mobilité, qu'elle soit fonctionnant purement au sein de l'entreprise, les déplacements professionnels et autres. Ensuite, donc, ça a permis justement d'identifier, comme je disais, ses forces et ses points à améliorer pour faire en sorte que la mobilité, je dirais, soit mieux vécue par les collaborateurs. Et notamment, je pense sur les aspects des conditions de déplacement, des moyens mis à disposition, et ainsi de suite. On voit clairement que toute cette approche est vraiment très bien intégrée dans la politique RH de l'entreprise, notamment pour le point que je viens d'évoquer. S'intègre, comme ça a été évoqué précédemment également, très bien dans la démarche RSE de l'entreprise pour justement limiter les émissions, qui est bien, comme on a dit, l'objectif premier, qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre de cette politique. Et puis également l'intégration de la démarche QVT, je dirais, qui est totalement en phase aussi avec cet aspect-là des choses, dans ce qu'on a pu mettre en place. Voilà, je suis à votre disposition. Merci beaucoup pour cette présentation aussi très claire. Justement, ce que je peux dire, c'est ce qui ressort clairement de vos deux interventions, c'est le fait de proposer, d'avoir une vraie démarche volontaire auprès de vos salariés, de les accompagner vraiment, permet en effet d'améliorer la qualité de vie au travail et puis l'activité de vos collaborateurs, tout en optimisant vos ressources. Voilà, en faisant des économies aussi sur vos ressources budgétaires, vos moyens ou votre matériel. Et on voit bien que ce qui fonctionne aussi, c'est quand on associe tous les services. Voilà, et c'est en ça que quand on vous dit au début, quand on s'engage dans un plan de mobilité, on essaye d'associer les collègues, ou en tout cas de voir quelle est l'instance un peu qui va animer le plan de mobilité et qui va le suivre. C'est vraiment, c'est associer les ressources humaines, c'est associer le service environnement s'il y en a un, ou quelqu'un qui est référent peut-être au développement durable, c'est associer des personnes qui sont vraiment sur l'activité et le cœur des métiers des personnes aussi, pour comprendre quels sont leurs besoins et leurs contraintes. Et cette démarche dynamique voilà, est bénéfique pour tous. Donc, tout d'abord, ravie de pouvoir témoigner parce que je trouve que c'est très intéressant et très riche tous ces échanges, et ça fait grandir et ça fait avancer. Donc le Créa École Pyrénées-Gascogne, pour faire une présentation assez rapide, on est étendu sur 3 départements qui sont, on va d'Andaille à l'île Jourdain, donc Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Gers. On va parler aujourd'hui plutôt de côté Pyrénées-Atlantiques. C'est 1800 collaborateurs. Sur le site de Cercasté, on est 380 à peu près. Et sur le réseau commercial dans son intégralité, il y a à peu près 1000 collaborateurs répartis dans 130 agences sur les 3 départements. Voilà, c'est 1000 sur réseau et 800 sur site. Au niveau des sites, ça fait quelques années, puisque on a commencé à réfléchir à nos problématiques de mobilité en 2011 à la réalisation de notre premier bilan carbone, et où on s'est dit qu'effectivement, dans nos contrats de travail, historiquement, nous avions tous des clauses de mobilité, et donc on pouvait être muté, on pouvait postuler être muté, pas de façon arbitraire, mais
mais presque n'importe où sur ces 3 départements, quel que soit notre lieu d'habitation, ce qui posait différents types de soucis. D'abord d'organisation de vie personnelle, ensuite d'accidentologie, ensuite d'efficacité, et puis effectivement très vite, par la chance d'avoir un directeur assez sensible au sujet qu'on appelait à l'époque d'éco-responsabilité, d'empreinte carbone de tous ces déplacements. Le premier pas du coup a été avant ce plan de mobilité, de dire il faut absolument réfléchir à une démarche de réduction de ces trajets et de prise en compte de l'ensemble des enjeux. Donc, en fait, on a pris ce sujet-là sous l'angle principalement RH. C'est vrai que voilà, à cette époque-là, 2011, on n'était pas tout à fait, on ne parlait pas encore de RSE, on ne parlait pas encore de qualité de vie au travail, etc. Pour autant, on a réalisé par la suite donc un plan de mobilité réalisé début 2018 sur les données 2017, et on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait un enjeu majeur pour nous en termes de réduction de notre empreinte, puisqu'en fait sur les données 2017, c'est 4 millions de kilomètres qui étaient réalisés avec nos voitures, qu'elles soient personnelles ou de société. Mais finalement, ce n'était que 1,6 million de kilomètres qui étaient réalisés avec les véhicules mis à disposition. Les véhicules mis à disposition de la Caisse, ils sont de 2 sortes, c'est-à-dire qu'il y a une partie des collaborateurs qui ont des véhicules attitrés. Ça représente une trentaine ou une quarantaine de véhicules. Et ensuite, il y a 80 véhicules réservables. Comme vous réservez une salle de réunion dans une messagerie ou comme vous envoyez une invitation, vous pouvez réserver un véhicule. L'idée, c'est quoi? C'est à la fois de rationaliser un petit peu ces déplacements, de voir si et de maîtriser en tout cas, de maîtriser ces déplacements. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur cette plateforme de réservation de véhicules, on a la possibilité de covoiturer. Et donc, si moi demain je vais en déplacement à Tarbes, je m'inscris pour Tarbes, je peux. L'ensemble de mes collègues sont au courant que j'ai 3 places dans ma voiture qui permettent d'aller à Tarbes faire l'aller-retour. Donc ça a été une première avancée et un premier plan d'action qui a été mis en œuvre suite à ce constat fait dans l'audit préalable au plan de mobilité. Le deuxième enjeu, ça a effectivement été l'éloignement trajet privé-professionnel. Donc vous voyez, on reste quand même très très RH. Effectivement, on pouvait avoir des collaborateurs qui habitaient à Pau qui travaillaient à Auch et d'autres qui habitaient à Auch et travaillaient à Pau. On a essayé de rationaliser tout ça aussi en disant c'est pas qu'une question de mobilité, bien entendu, c'est aussi une question de compétences et d'envie, mais pour autant, on sait tous que plus on fait de kilomètres par jour, plus on est fatigué, moins on est opérationnel et plus c'est dangereux pour nous surtout. Donc ça a vraiment été le côté RH, le côté il faut vraiment prendre en compte cette particularité de maillage territorial. Alors c'est effectivement applicable facilement sur les sites, beaucoup moins sur les agences, puisqu'en fait, effectivement, quand une agence et 12 collaborateurs, c'est beaucoup plus compliqué d'organiser ça. Par contre, nous, sur les sites, c'est plus simple. Le deuxième aspect, c'est l'objectif RSE. Donc, depuis quelques années maintenant, la Caisse a mis en place à tout le moins une politique RSE, en tout cas, fait sa DPEF comme elle est obligée de le faire chaque année, donc sa déclaration de performance extra-financière, et réalise un rapport coopératif, un rapport RSE chaque année qui met en avant voilà, à la fois le bilan carbone, les grandes actions de la Caisse, etc. Et sorti aussi de l'ensemble de ces bilans carbone qui ont pu être réalisés, on s'est rendu compte quand même qu'on a un sujet économique et dans chaque démarche de ce plan de mobilité, il y a aussi des opportunités internes qui sont, et on en parlait tout à l'heure, de réduction des coûts et de rationalisation. Et effectivement, la partie indemnité kilométrique représentait quand même un pan important au niveau budgétaire. Et donc, on a décidé dès cette année 2021 d'ouvrir un réel sujet. Sachant que on n'a pas rien fait entre 2011 et 2021, mais je vais vous en parler juste après. La direction, chez nous, la logistique, ça s'est développé, c'est structuré, c'est organisé. Donc, c'est eux qui gèrent le parc de véhicules. C'est eux qui gèrent aussi l'outil de covoiturage interne qui ne concerne que les véhicules de service. Je ne peux pas inscrire ma voiture personnelle sur cet outil-là, mais pour autant, c'est eux qui gèrent tout ça. Et en fait, la volonté a été de dire il est temps de responsabiliser les collaborateurs, mais également leurs managers. Et donc aujourd'hui, on a un suivi un peu plus prégnant de
cette problématique d'indemnité kilométrique et de kilomètres parcourus, avec un suivi piloté, avec des indicateurs qui sont remontés en comité de direction régulièrement, donc c'est une fois tous les trimestres, dans lesquels on voit les zones où on roule le plus. On peut même redescendre jusqu'aux collaborateurs, mais le but étant pas de le pénaliser, le but étant de dire que si un collaborateur roule beaucoup, c'est peut-être qu'il a besoin, c'est peut-être qu'il y a un problème, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à voir sur son mode de fonctionnement et du coup, essayer de lui proposer des solutions alternatives. Depuis cette année, enfin depuis 2020, effectivement, comme toutes les entreprises, et vous l'avez toutes dit aujourd'hui, c'est sûr que 2020, on a drastiquement réduit nos ICA, mais ce n'était pas parce qu'on en avait envie, c'était parce qu'on n'avait pas le choix. Ceci étant, ça nous a permis de nous rapprocher. Donc la DRH est une direction particulière, la RSE, dont je suis la directrice dépend du marketing, et la direction logistique en est une autre. On est des entreprises un peu silotées. Et on s'est tous mis autour de la table, toutes les trois, et on s'est dit comment on peut faire pour accélérer sur cette démarche mobilité et comment on peut à la fois sensibiliser, développer voilà, ce que je mets, des comportements responsables pour nos collaborateurs et plus vertueux, bien évidemment, parce que c'est la finalité, pour l'environnement. Le tout en garantissant la sécurité, qui pour nous a été une action majeure et extrêmement importante de prévention de la sécurité de ce qu'on appelle chez nous les gros rouleurs. Donc, on a décidé que on ne serait pas Rome en un jour, donc on a ouvert un chantier très spécifique dans lequel une trentaine de collaborateurs se sont portés volontaires et sont en train de travailler à l'amélioration de nos plans de mobilité. Donc d'ores et déjà, les premières actions qui ont été mises en œuvre, c'est l'incitation à la prise de véhicules qu'on appelle, nous, les véhicules libre-service. Donc ce que je vous disais, il y a 4 véhicules, il y a 80 véhicules disponibles que vous pouvez donc réserver via une plateforme interne, dont 4 véhicules électriques. C'est peu, mais en même temps, le rayonnement de nos territoires fait que la technologie actuelle de l'électrique, en tout cas dans des prix abordables, ne nous permet pas pour le moment en tout cas, de développer à outrance ces véhicules. Pour autant, je pense que la technologie fera que, et puis peut-être que ce ne sera pas que de l'électrique, et je rejoins Terega, ce sera peut-être sur d'autres types de carburants et de façon plus vertueuse. En tout cas, la vraie volonté de la Caisse, c'est de verdir son parc, à la fois au niveau collaborateur et à la fois au niveau comité de direction, puisque eux sont aussi équipés de véhicules qui appartiennent à la Caisse. Ils font partie des rouleurs et des gros rouleurs. Et la volonté, c'est aussi pour eux de rationaliser un petit peu leur type de véhicule, en tout cas. Une des premières actions qui vient d'être mise en place et qui a le mérite d'avoir rencontré un franc succès et qui encourage les collaborateurs et qui fait partie, du coup, c'est pour ça que j'ai mis ma remarque dans le klaxon de l'acculturation un petit peu des collaborateurs. Le site de Sercastet a été rénové il n'y a pas très longtemps et nous avons des ombrières qui ont été construites avec 2 bornes électriques de rechargement. Ces bornes électriques, au départ, étaient réservées plus ou moins aux OE, puisque nous avons des OE en voiture électrique. Et puis, en fait, on en a construit d'autres parce que on a eu toute une étude sur notre parking de sécurisation de nos déplacements à l'intérieur même de ce parking, c'est-à-dire, comme beaucoup d'entreprises, d'interdire, les salariés ne peuvent plus marcher à pied là où les voitures se déplacent, etc. Donc, pour ces raisons-là, il a fallu mettre d'autres bornes électriques. Du coup, on a mis à disposition de nos salariés ces bornes électriques de la même manière via notre messagerie interne qui est Outlook. Ils peuvent réserver une demi-journée chacun par semaine d'utilisation de ces bornes électriques. C'est vrai pour le site de Sercastet, de Tarbes et de Auch. Cette volonté, elle est de le développer. Donc aujourd'hui, Sercastet, c'est 2 bornes électriques. La capacité de l'ombrière est de pouvoir fournir, donc les bornes électriques sont rechargées par les panneaux photovoltaïques de l'ombrière. La capacité de l'ombrière peut aller jusqu'à 8 bornes. Donc notre volonté, c'est de passer évidemment au plus vite de 2 à 8 si nos salariés jouent le jeu aussi. Et je pense qu'un des freins importants des salariés, et ça m'a été remonté très très régulièrement, c'est de dire moi je veux bien investir dans une voiture électrique, c'est important pour moi,
J'y crois vraiment. Par contre, sur mon lieu de travail, si j'habite un peu loin, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, je ne suis pas à l'aise et j'ai un peu peur. Et donc, si je peux recharger ma voiture sur mon lieu de travail, c'est très bien. Il faut savoir que depuis mi-2019, ça n'est plus considéré par l'employeur pour l'employeur comme un avantage en nature. Et du coup, la recharge est évidemment aux frais de la caisse régionale. Ça représente à peu près entre 2,50 € et 3 € par recharge. Et c'est totalement exonéré de charges. Une autre des actions mises en œuvre, c'est la création d'une unité spécifique qui gère la totalité du parc. C'est vrai qu'on n'avait pas ça avant. C'était quelque chose qui était un peu à la petite semaine. Chacun prenait sa voiture, on déclarait nos kilomètres sur un cahier. C'était plus ou moins, prenait la voiture de service, déclarait ses kilomètres sur un cahier de bord qui était à l'intérieur de la voiture. Et puis, ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, donc c'est ce que je vous disais, il y a un vrai suivi mensuel des plus gros rouleurs. De ceux qui prennent le plus les voitures de service, de ceux qui vont le plus loin, de la qualité de nos voitures. Il y a un suivi très drastique du parc aussi pour éviter un vieillissement trop important. Mais pour autant, moi, je dois reconnaître qu'on est quand même sur un secteur où, et c'est ce qu'on disait, alors Sercasté, mais les autres aussi, c'est compliqué. L'alternative à la voiture n'est pas toujours très, très facile. En termes de prévention et sécurité, ce qui nous a paru important, c'est que beaucoup de nos collaborateurs habitent loin, malgré le rapprochement de trajet-travail. Après, il y en a pour qui c'est un choix. Et donc, tous ceux qui habitent à plus de 50 km aller-retour de leur travail, de leur site, se voient proposer pas chaque année, mais c'est tous les 3 ans par roulement, ce qu'on appelle une formation gros rouleur. Et là, on a une journée complète de sensibilisation aux risques routiers. Alors, ça encourage effectivement la voiture, mais pour autant, on s'est quand même aperçu que pour certains, c'était pas possible de faire autrement. Et donc, cette formation nous semble très importante dans le cadre de notre politique de qualité de vie au travail. Le plan de mobilité, on a pour objectif de le remettre à jour d'ici fin 2021 et de se mettre un petit peu plus indicateur. En fait, on veut se mettre plus de pression parce qu'on veut le réussir mieux. On l'a piloté par des choses qui fonctionnent, mais pour autant, on voit bien qu'on peut aller plus loin. Je rejoins ce qui a été dit dans le klaxon et même avant. Même si on est à Sercasté, et je partage le commentaire qui a été fait, j'étais contente de voir qu'on parlait de Sercasté. On doit pouvoir venir à Sercasté en vélo en toute sécurité. La route de Bordeaux n'est pas sécuritaire. Clairement, c'est un frein pour beaucoup de mes collègues. Les locaux qui habitent Sercasté, Montardon éventuellement et Sauvagnan arrivent à venir en vélo, mais les Palois, les Lonçois et les Lescariens qui sont les plus nombreux, eux, il y en a très très peu qui arrivent à venir en vélo parce que effectivement c'est dangereux. Et on avait un de nos directeurs qui est parti, c'est dommage, mais qui rêvait d'une piste cyclable entre Pau et Sercasté pour encourager ce type de développement de moyens vertueux de transport. Sur la ligne de bus, on est moins impacté, je pense, qu'Hexameca parce que nous avons un arrêt qui s'arrête juste devant la caisse régionale. Et effectivement, ça facilite, sauf que on a beau avoir l'arrêt, on a quand même la problématique des horaires et de l'adaptation au temps de travail. Et c'est vrai que même si on est sur un site administratif, nous avons quand même des gens qui travaillent en décalé. Et c'est pas forcément évident pour eux d'avoir le bon bus à la bonne heure. Et ceci pour vous dire que du coup, on a beau avoir l'arrêt du bus, je peux vous dire qu'il y a une collaboratrice qui prend le bus tous les jours. Et après, ça sert plutôt pour les étudiants, les stagiaires et les apprentis. Voilà, c'est plutôt eux qui utilisent ce moyen-là de transport. Mais pour autant, voilà, ça a le mérite d'exister, mais ce n'est pas encore suffisamment développé, à mon avis. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est effectivement d'inciter le covoiturage. Et c'est là où je le mettais dans le klaxon. La difficulté du covoiturage, c'est de changer les mentalités. Pourquoi ? Parce que moi, je suis convaincue et je suis utilisatrice de voiture. Des fois, je suis à Sercasté, entre midi et 2, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai envie d'aller faire mes courses ou j'ai envie d'aller à ma salle de sport. Et donc, on est en train de réfléchir à une solution qui nous permettrait de mettre à disposition gratuitement pour les salariés d'un modèle alternatif. Soit c'est leur dire, peut-être que vous pouvez utiliser la voiture électrique de la caisse, voire, ou ce serait encore mieux,
leur proposer des vélos électriques. On est en train de réfléchir à cette solution qui, je pense, pourrait convenir à pas mal d'entre eux. C'est vrai qu'on a l'habitude d'aller déjeuner dehors et c'est vrai que tout de suite, si ça doit être une contrainte, cette contrainte-là, elle est très, très, très difficile à lever en interne. Au-delà du Covid, et j'espère qu'on en sortira bien vite, mais je pense que c'est très compliqué ce frein-là sera très compliqué à lever. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de mise en œuvre très, très concrète, il faut vraiment développer entre nous, et je rejoins sur nos secteurs d'entreprise, peut-être que ça passe par le club de la mobilité, c'est indéniable. Par contre, ça passe aussi par le fait d'être autour de nous. Moi, je peux faire des animations avec Terega, on en fait déjà sur la RSE, mais ça parlera moins à mes collègues que si c'est effectivement une entreprise de Sercasté qui vient avec moi, ou d'alentour, ou tout proche de Lons, qui en parle avec moi. Et je pense que je crois beaucoup, moi, à cette fédération d'entreprises et à partager des problématiques communes et d'organiser des événements. Ça sera beaucoup de communication à développer, mais je pense que ça passera par là, la réussite de l'acculturation de nos collaborateurs. Et pour terminer, parce que je ne veux pas faire prendre trop de retard, je vois qu'il y en a beaucoup qui s'en vont, juste pour dire, je pense qu'on ne pourra jamais, moi j'ai pas l'innocence de me dire que demain ça sera 0 voiture. Par contre, je pense qu'effectivement, chacun d'entre nous de notre côté, on a plein d'idées, et je crois que c'est très très bien de faire ce type d'initiative, parce qu'on n'arrivera jamais à 0 voiture. Par contre, je pense qu'en termes de sécurité, en termes de confort, en termes de bien-être, le plan de mobilité, il n'y a qu'à y gagner, quoi. Franchement, et en plus, ça sert l'action écologique, et ça, c'est très très bien. Voilà pour moi. Merci beaucoup. En effet, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui nous quittent, donc on a dépassé l'horaire qui était prévu de quelques minutes, mais merci beaucoup en tout cas pour cette démarche qui est bien complète aussi au sein de votre entreprise. Et je note encore une fois que vous agissez sur ce sur quoi vous avez la main dans un premier temps, et puis on en revient à cette thématique de secteur qui... Voilà, je crois que ce serait vraiment la priorité pour peut-être le prochain club de la mobilité, ou en tout cas nos prochains échanges. Sur le vélo, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que Sercasté, associé à Montardon-Sauvagnon, vont déposer sûrement un dossier de candidature pour réaliser un schéma cyclable. Voilà, donc très bien. Ils ont dans l'idée aussi de concerter leurs habitants et leurs entreprises, puisqu'en effet, à Sercasté, il y a beaucoup d'entreprises et ils ont bien conscience que c'est un public cible pour la pratique du vélo. Donc, il y aura des réunions, je pense, pour identifier les besoins et pour travailler sur les aménagements cyclables derrière qui découleront pour la desserte des établissements. Très bien. Voilà, donc on est bien sur ce lien permanent aussi entre l'AOM, entre nous, entre les communes, du coup, via nous, enfin via l'AOM, et puis la CCI. C'est vraiment ce qu'on dit, c'est qu'on ne fera pas tout d'un coup, mais en tout cas, on essaiera de porter le plus vos besoins, et si on peut se regrouper peut-être par secteur, en effet, pour donner encore plus de poids et de visibilité, on le fera.